Bonjour à tous, donc Florent Guillotot, secrétaire de la Chambre d'agriculture du Loiret, donc élu en charge du conseil et de du conseil grande culture et biologique. Donc l'orientation de l'objectif de ce webinaire, notre volonté, c'était vraiment de présenter les données que l'on a à la Chambre d'agriculture après 2 mois de conflit, on va dire. Quelques semaines après, c'était sans doute un petit peu trop tôt par rapport aux données qu'on avait. Et en plus, le soufflet, généralement, il a tendance à monter assez vite et souvent quelques temps après, il redescend. Donc, on a préféré attendre un petit peu pour vous donner les données. Ce webinaire, il n'y aura sans doute pas toutes les réponses à toutes vos interrogations. J'ai bien précisé qu'on était à 2 mois du conflit, donc ça fait quand même assez proche aussi de tout ce qui se passe. Notre objectif, c'était vraiment vous permettre de vous adapter vos exploitations pour avoir une meilleure résilience pour la récolte 2022 qui est déjà pas mal engagée, mais aussi un tout petit peu pour la récolte 2023. Hein, on aura quelques pistes. Voilà. Et donc, pour ce faire, on avait peut-être anticipé oui et non, mais on avait recruté donc Michael Juchet, donc, qui est arrivé à la Chambre d'agriculture durant l'hiver, donc qui est notre spécialiste marché. Donc, je vais laisser Michael se présenter et puis vous faire la présentation du webinaire. Eh bien, merci beaucoup. Moi, je suis très heureux parce que c'est le premier webinaire que j'anime à la Chambre. Bon, évidemment, l'événement est moins heureux. Moi, je suis arrivé en octobre dernier, comme disait Florian, comme spécialiste marché au sein de la Chambre. Donc, je suis le référent marché dorénavant sur le Loiret. Et donc, je m'occupe évidemment au niveau national du service mes marchés, hein, où je participe à faire des analyses, des conseils, etc. Donc, ça occupe à peu près 50% de mon temps. Et le reste de mon temps, je le consacre sur le terrain à animer des accompagnements avec les agriculteurs pour les aider à commercialiser les céréales. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer direct. Alors, vous verrez, hein, en fait, il y aura 3 phases dans le webinaire. La première phase, où je vais parler davantage de l'Ukraine, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est plutôt l'Ukraine qui a impacté directement par le conflit. La Russie, elle est également impactée, mais elle arrive plus ou moins finalement à s'en sortir. Et puis, surtout, on finira par les impacts et puis ce qui vous concerne. Euh, alors, alors l'Ukraine, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une montée en puissance hein, depuis la chute du bloc soviétique. En fait, c'est une montée de puissance régulière en agriculture. Donc là, en fait, à la fois sur le maïs, le blé, l'orge et puis le tournesol, on voit que la montée est continue et très régulière et sans interruption. Alors évidemment, on n'a pas 2022-2023, hein, puisque là, on devrait voir une chute spectaculaire. Mais on voit que c'est vraiment depuis les années 2000, hein, puisque le temps que ça s'organise, etc., la production, ça a vraiment décollé au début des années 2000. Et on se rend compte que depuis 10 ans, globalement, la production a plus que doublé. Hein. On est passé de 50 millions de tonnes à plus de 100 millions de tonnes pour cette campagne. Donc, c'est vraiment une progression très régulière. Alors pourquoi parce que les terres n'étaient pas forcément bien exploitées, donc il y a un potentiel de production qui est phénoménal, puis ils ont amélioré la technique, etc. Et puis les surfaces qu'on va voir, on va détailler un petit peu les cultures principales. Sur le blé, ce qu'on peut voir, c'est que la progression, donc vous avez en fait la production, le volume avec les barres en bleu, et vous avez les surfaces mises en production en violet avec la courbe. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que la production, finalement, a augmenté plus vite que les surfaces. Hein, puisqu'on voit, même si elle continue de légèrement augmenter, il y a quand même un tassement des surfaces. Donc, c'est vraiment la technicité qui permet aujourd'hui de vraiment faire progresser la production. Et donc, fin des années 90, on est démarré de 14 millions de tonnes. Et aujourd'hui, on est arrivé à presque 35 millions de tonnes. Donc on est passé d'un producteur qui n'était pas ridicule à vraiment un concurrent direct pour la France.
avec un volume vraiment significatif. Donc, si on regarde plus au niveau de… Alors, c'est intéressant parce qu'au niveau de la répartition de la production, quand on regarde la carte de l'Ukraine, on se rend compte que vraiment le gros de la production est vraiment dans l'est du pays. Donc, c'est là, évidemment, que les territoires sont plus en danger parce que les Russes, c'est évidemment ces territoires-là qui semblent convoités aujourd'hui. Et c'est eux, enfin, c'est au niveau agricole, c'est les territoires les plus importants, c'est les plus productifs. Et, et en plus, en dehors de ça, il y a aussi d'autres ressources de matières agricoles, comme il me semble qu'il y a des ressources comme du pétrole ou du gaz. Donc forcément, pour les Russes, c'est un emplacement vraiment très intéressant, en dehors de la position aussi géostratégique, parce qu'il y a un accès à la mer d'Azov, à la mer Noire, avec des ports qui sont intéressants, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Alors, évidemment, hein, bon, ça, c'est juste pour mettre en situation, enfin, en valeur ce que je viens de dire, c'est que très clairement, aujourd'hui, si la partie Est est annexée, très globalement, c'est la partie agricole la plus intéressante aujourd'hui qui est visée par la Russie. Alors, si on regarde les rendements, alors, bon, ça joue moins, mais il y a un facteur quand même qui est intéressant, c'est qu'on vient de voir que finalement, la partie Est, c'est la partie la plus productive en volume. Et quand on regarde les rendements, en fait, c'est plutôt la partie Ouest qui produit les meilleurs rendements, en tout cas en blé. On le voit aussi sur d'autres cultures comme le tournesol ou le colza. Je n'ai pas l'explication. Je pense que sur la partie Est, on a sûrement des exploitations peut-être plus grandes, alors que sur l'Ouest, on a sûrement des exploitations plus petites, plus familiales, donc, où ils valorisent peut-être mieux le potentiel des terres. Peut-être que c'est une histoire de pédologie. Mais en tout cas, c'est à couper au couteau. En fait, on retrouve quasiment cette séparation au niveau production, mais de manière inversée. Donc ça, c'est un phénomène qu'on retrouve quasiment sur toutes les cultures, à part le maïs, qu'on verra après, où les meilleures productions sont plutôt sur le centre-nord. Alors, en parlant du maïs, la production du maïs, on l'a ici. Donc, on est plutôt sur le centre-nord. Alors, ce qu'il faut voir sur le maïs, en fait, c'est que le maïs, en fait, on parle beaucoup du blé, en fait, au niveau de la presse, au niveau des médias. Mais le maïs, aujourd'hui, comme c'est une culture qui a été récoltée plus tard que le blé, en termes d'export, il restait beaucoup plus de maïs à exporter au moment de l'entrée en conflit que du blé. En gros, la campagne de blé, il restait à peu près 5-6 millions de tonnes à exporter. Il ne se passe quasiment plus rien depuis le début du conflit. Par contre, en maïs, il leur restait à peu près encore 15 millions de tonnes au final quand même à exporter. Donc ça fait quand même une grosse différence, d'autant plus qu'actuellement en Amérique du Sud, on a connu une sécheresse et donc les disponibilités en maïs, en particulier au niveau de l'Europe, étaient, enfin de l'Ukraine en tout cas, l'Ukraine est en fait un fournisseur important pour l'Europe en termes de maïs. Et ça a créé d'ailleurs des frictions pour certains pays européens, mais ça, on pourra en reparler un petit peu plus tard. Pareil, alors pour les rendements en maïs, hein, on voit le même phénomène. C'est plutôt sur la partie, on va dire, ouest, où on observe les meilleurs rendements. Donc, c'est ce que je disais, hein. Alors, en fait, ça, c'est des statistiques en fait, d'exportation de maïs. Et donc, vous voyez la grande barre à droite. Alors, en plus, cette année, l'Ukraine a fait vraiment, un peu comme en France, une récolte exceptionnelle en maïs. C'est-à-dire qu'ils ont fait 42 millions de tonnes, soit en fait, ils ont fait 10 millions de tonnes de plus que d'habitude. Et en fait, en termes d'export, parce que bon, eux, ils consomment finalement très peu sur place, ils ont vraiment, en fait,
Donc un potentiel supplémentaire, ils avaient 10 millions de tonnes finalement. Et en fait, à début janvier, il leur restait à peu près 20 millions de tonnes encore à exporter, hein, évidemment. Et à début mars, ils avaient entre 14 et 15 millions de tonnes encore exportées. Donc, ce qui faisait quand même un volume quand même encore assez conséquent sur le marché. Ce volume-là, aujourd'hui, manque sur le marché, et ce qui explique en partie la montée des prix, quoi. Donc, qui est finalement les clients? Donc, j'en parlais, hein. Le principal client du maïs ukrainien, c'est d'abord l'Europe. Ensuite, il y a la Chine, l'Égypte. Ensuite, c'est réparti sur divers pays. Mais on voit très bien que le maïs ukrainien aujourd'hui en Europe manque et fait défaut à certains pays comme l'Espagne, l'Italie ou les Pays-Bas, qui sont vraiment de gros consommateurs de maïs ukrainien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a environ 2-3 semaines, l'Espagne manquait de maïs pour son alimentation animale. Donc, ils ont été toqués en fait, à la Commission européenne en disant bon, voilà, on n'a plus de maïs, on ne peut plus s'approvisionner en Ukraine, comment on fait? Sur le marché intérieur, bon, il y a des disponibilités, mais c'est quand même limité. Hein, en gros, les disponibilités, elles sont en France et puis pas mal en Roumanie. Et donc, l'Espagne et l'Italie, en fait, ont fait du lobbying auprès de la Commission européenne pour importer du maïs auprès de l'Amérique du Sud et des États-Unis. On sait comment il est produit le maïs là-bas, c'est du maïs OGM. Et donc, l'Europe a vraiment accordé, et donc, il y a 35 000 tonnes pour chacun, ce qui sont partis dans la foulée. Et l'Europe devrait, au final, probablement importer 800 000 tonnes de maïs OGM pour cette campagne. Donc ça, c'est une nouveauté. On n'en parle pas beaucoup dans les médias, même dans les médias vraiment spécialisés agricoles. Mais ça, c'est la porte ouverte peut-être pour l'entrée du maïs OGM finalement en Europe pour l'avenir. Donc ça, c'est plutôt pas forcément une bonne nouvelle pour nous. Alors, l'autre production on commence à en parler, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'Ukraine, ils ont une position dominante, c'est sur le tournesol. La graine de tournesol, ils sont leaders là-dessus, et en particulier sur l'huile de tournesol, parce que ce qui est échangé dans le monde, ce n'est pas forcément la graine directement, mais plutôt l'huile. Et donc, on voit que la production depuis une vingtaine d'années est très régulière sur le tournesol. On est démarré de quasiment 2 millions de tonnes. Aujourd'hui, à près de 18 millions de tonnes. Donc, c'est vraiment une progression assez spectaculaire. Donc, et on voit que les surfaces continuent en permanence d'augmenter, même si ça se tasse un peu depuis environ 5 campagnes. Donc, c'est vraiment une production qui développe et qui semble vraiment avoir un attrait chez eux. Donc, le principal région productrice, on retrouve toujours l'Est du pays. Donc ça ne change pas. Donc, très bien. Alors, au niveau des acheteurs, on retrouve l'Inde, qui est de toute façon le principal acheteur d'huile végétale au monde. Évidemment, la proximité avec l'Europe fait qu'on est le deuxième acheteur. Et puis, on retrouve également la Chine, hein, qui a de gros besoins en alimentation, et en particulier sur l'huile. Et donc, vraiment, l'huile de tournesol, on retrouve ici donc en première place, première place producteur. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de vraiment visualiser au niveau de l'huile de tournesol. Ils sont à la fois en première position mondiale. Donc, quand on regarde les volumes échangés, en fait, on se rend compte que sur la graine, ils sont 6e, mais c'est vraiment, c'est anecdotique, hein, c'est 300 000 tonnes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment l'échange, le marché mondial sur le tournesol se fait vraiment sur l'huile.
en particulier au niveau de l'Ukraine, et qu'ils occupent une place prépondérante parce que sur l'huile de tournesol, ils ont 50% du marché, quoi. Et si on ajoute la Russie, ils occupent quand même près de 75 à 80% du marché, quoi. Donc aujourd'hui, le marché de l'huile de tournesol est complètement bloqué du fait du retrait de l'Ukraine, tout simplement, parce que quand vous retrouvez le premier producteur qui représente 50% des échanges mondiaux, ça grippe carrément ça grippe carrément le marché, quoi, tout simplement. Donc, en dehors de ça, on retrouve le blé. Aujourd'hui, l'Ukraine occupe quand même la 4e place sur le marché. Le maïs, c'est pareil, il se rapproche de plus en plus du 3e producteur qui est quand même l'Argentine. Alors, l'Argentine, en termes de production, ils sont au-dessus, ils sont à peu près 10 millions de tonnes au-dessus. Par contre, en termes d'échange, ils font presque jeu égal parce que l'Argentine échange à peu près également 35 millions de tonnes. Et donc, l'Ukraine devient un acteur important en maïs qui compte, ce qui n'était pas encore le cas il y a une dizaine d'années. Et puis, évidemment, le blé, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, Russie plus Ukraine, c'est environ 35% du marché. Et l'Ukraine représente quand même 12% des échanges à eux seuls. Donc ça, c'est quand même des chiffres actuels, 2021 sur la campagne actuelle. Alors, on peut parler aussi de l'orge, parce que l'orge, au final, c'est une matière aujourd'hui qui manque sur le marché, qui est en déficit. L'Ukraine n'est pas un gros producteur d'orge. Bon, malgré tout, ils occupent comme sur le marché la 4e place, mais c'est une production où les surfaces sont plutôt en retrait, en recul en moyenne depuis une dizaine d'années, mais ils arrivent à maintenir à peu près leur potentiel de production année après année, puisqu'ils améliorent la technicité. Mais voilà, c'est plutôt aujourd'hui, c'est plutôt le maïs qui est plutôt développé, le blé et puis beaucoup le tournesol. Le colza aussi nous occupe une place non négligeable avec à l'export quand même 2,7 millions de tonnes. Donc, quand on sait que le marché du colza, il y a un manque de matière sur le marché, bon, le simple retrait de l'Ukraine tend au final les prix. Alors, on vient de voir finalement la position de l'Ukraine. Aujourd'hui, on va voir la position de la Russie. Alors, au départ, ce qui s'est passé, c'est que on avait beaucoup de craintes parce qu'on pensait qu'avec les sanctions internationales, économiques, etc., au final, on allait en fait, en termes de disponibilité, voir disparaître le blé ukrainien plus le blé russe. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que la Russie continue d'exporter. On va dire peut-être pas forcément au même rythme qu'avant, mais quasiment. Et la preuve, c'est que dans le dernier rapport américain de l'USDA, le fameux rapport WASD, qui est publié chaque mois, qui établit un petit peu les forces en présence au niveau de la production, de l'export, de l'importation, etc. Le mois précédent, ils avaient en fait retiré 3 millions de tonnes sur l'exportation de blé par rapport à la Russie pour l'ensemble de la campagne. Et là, dans le dernier rapport qui est apparu là, ces derniers jours, ils ont finalement recrédité positivement la Russie de 1 million de tonnes. Donc au final, la Russie finalement réussit à maintenir ses échanges. De toute façon, il y a tellement de matière sur le marché, une telle crainte qu'au final, les pays sont prêts à tout et essayent de trouver des solutions pour finalement quand même opérer les échanges. Si on regarde la Russie comme l'Ukraine, donc on voit une montée en puissance. Alors certes, sur les dernières années, qui est moins régulière que l'Ukraine. Donc c'est, par exemple, en 2021-2022, c'est essentiellement dû au final à un accident climatique, puisqu'ils ont perdu 10 millions de tonnes au final sur la production, parce qu'au niveau climatique, ça ne s'est pas bien passé. Néanmoins, la production devrait continuer
à monter, tout simplement parce que aujourd'hui en France, au niveau écologie, le réchauffement climatique, ce n'est pas quelque chose qui a bonne presse chez nous. Par contre, en Russie, je ne sais pas ce qu'ils racontent sur le sujet là-bas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait fondre la glace et que ça libère des terres au nord de la Russie, en particulier sur la Sibérie. Et donc, il y a des études qui sont apparues sur les dernières années qui montrent que d'ici 2080, le recul finalement du front sibérien pourrait s'opérer jusqu'à un potentiel de 500 km, ce qui pourrait libérer un potentiel astronomique, hein, vraiment, de 200 000 millions d'hectares. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est qu'aujourd'hui, la Russie serait en capacité de multiplier par 10 sa production agricole. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est à 2080, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, effectivement, ce n'est pas pour tout de suite, mais ça a déjà commencé, puisqu'il y a des terres qui se libèrent. D'ailleurs, la Russie vient d'envoyer un train en décembre dernier direct Sibérie-Chine. Et donc, le mouvement en marche, on est au tout début. Et donc, même si peut-être la projection est très optimiste, même s'ils doublent simplement, finalement, uniquement leur production agricole, la Russie deviendrait tout simplement le premier exportateur mondial et de loin sur le marché, sur pas mal de matières premières agricoles et au premier rang sur le blé. Donc, ça, c'est quand même un facteur très, très important. Donc, forcément, derrière, la Russie a des points faibles sur le plan agricole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont quand même une grosse production, mais ils ont quand même des productions qui sont enclavées, hein, parce que pour finalement amener la production, par exemple, du nord, du nord-est vers la mer Noire, il faut pas mal de logistique. Ça, c'est un peu le point faible de la Russie, hein, l'état des routes, des voies ferrées, du stockage, etc. Et puis, il manque aussi, pour envoyer ensuite, parce que les pays clients de la Russie ne sont pas forcément à côté, hein, ils livrent jusqu'en Afrique de l'Est, etc. Donc, il faut quand même pouvoir charger des bateaux de grande taille. Et pour pouvoir charger des bateaux de très grande taille, qu'est-ce qu'il faut? Tout simplement, il faut des ports en eau profonde pour pouvoir charger et que les bateaux puissent accéder à ces ports-là. Et la Russie, en fait, ne compte pas assez de ports en eau profonde. Et coup de bol, c'est qu'en Ukraine, il y en a quelques-uns, quoi. Il y a Mariupol, qui est proche, hein, dont on entend beaucoup parler actuellement. Vous avez aussi Odessa, et Odessa qui est le principal port en eau profonde spécialisé en agriculture, puisqu'il représente plus de la moitié des échanges de l'Ukraine sur le plan agricole. Donc Mariupol, il est important, mais il représente à peine plus de 10%. Excusez-moi. L'autre problème de la Russie, c'est la qualité de la production. Donc, jusqu'à pas longtemps, la production russe était recalée par l'Algérie, parce que le blé russe comportait un peu trop d'insectes. La Chine ne voulait pas trop importer de blé russe, parce que les résidus phytosanitaires de certaines provinces étaient trop importants. Tout ça, ces barrières-là ont un peu sauté dernièrement, puisque les Russies sont d'excellents négociateurs. Ils sont allés voir les Algériens en fin d'année quand ils ont senti qu'il y avait un peu de on va dire, des problèmes diplomatiques entre la France et l'Algérie à l'automne dernier. Depuis, ça s'est un peu apaisé. Mais les Russes en ont profité finalement pour renégocier finalement la charte qualité des Algériens dans les appels d'offres et abaisser le taux d'insectes pour accepter le blé russe. Et comme par hasard, dans les appels d'offres suivants, on a vu du blé russe qui a été acheté.
pareil avec la Chine. Poutine, juste avant Pékin, a été voir le président chinois et a négocié finalement l'acceptation du blé russe par rapport aux résidus phytosanitaires. Donc, pour ensuite transporter, on voit que derrière tout ça, bon, derrière, après, je ne connais pas ce qu'il y a derrière finalement les dessins de M. Poutine, mais on voit qu'en tout cas, au niveau agricole, au niveau économique, il y a une certaine logique qui fait que derrière, on anticipe finalement les exportations qui vont augmenter, une quasi certaine hausse de production qui va être très significative. Et derrière, il faut s'organiser parce que produire, c'est bien, mais derrière, il faut pouvoir assurer les débouchés et la logistique. Et donc, derrière, il y a des choses qui se mettent en place. Donc ça, pour nous, ça veut dire quoi? Derrière, plus de compétitivité. C'est-à-dire qu'on va sûrement être plus concurrencé sur nos marchés naturels qui sont le nord de l'Afrique, hein, avec notre client privilégié qui est l'Algérie, mais ça a déjà commencé. Et puis, dans le reste du monde, on voit très bien que le blé russe, il est très compétitif en prix. Et que, donc voilà, malgré la guerre, du blé russe continue à s'acheter, malgré le fait que la Russie ait mis des taxes à exportation. Le blé russe reste encore plus compétitif que le blé français et européen et continue, malgré les sanctions, à être acheté. Avec Michael, ouais, l'éventuel monopole, on va dire, de la Russie s'effectuera, selon toi, plutôt sur les cultures que tu viens de citer, maïs, tournesol, céréales, ou est-ce que sur le colza aussi, tu vois qu'il pourrait y avoir quelque part un monopole? Sur le maïs, les Russes ne sont pas super présents, c'est plutôt l'Ukraine. Ça va s'opérer essentiellement sur le blé, l'orge aussi, enfin toutes les céréales à paille. Et puis le colza, la Russie monte aussi en puissance. Donc c'est les principales cultures qui sont concernées. Et puis évidemment, également le tournesol, puisque même si la Russie est loin derrière l'Ukraine sur le tournesol, elle occupe quand même 25% des échanges mondiaux, quoi. Mais c'est surtout, enfin, très clairement, c'est sur le blé, hein, en premier lieu. L'autre aspect de la Russie, c'est peut-être, enfin pour moi, hein, c'est peut-être mon avis personnel, mais c'est peut-être là-dessus où il y aura plus de conséquences. Et on le voit aujourd'hui dans les cours, parce qu'on voit que les cours 2022 sur le blé, le maïs, ces derniers temps étaient plus fermes que l'ancienne récolte. Donc du coup, il y a quand même un facteur qui est très important, c'est que la Russie, c'est quand même un producteur et le principal exportateur mondial d'azote. Aujourd'hui, c'est le premier exportateur d'azote au monde, et de loin. Alors, il occupe à peu près 20% du marché. En termes de volume, ce n'est pas le premier, hein. Le premier, c'est la Chine, de très loin, mais la Chine consomme beaucoup sur son marché intérieur. Et aujourd'hui, ce qu'il faut voir sur l'azote, c'est que, en fait, c'est un peu un coup de billard à trois bandes. Parce qu'on voit uniquement le produit fini, l'azote. Et ce qu'il faut comprendre sur l'azote, c'est que l'azote, pour produire de l'azote, on prend l'azote qui est sous forme gazeuse dans l'air. On va d'abord faire une première transformation en utilisant beaucoup de gaz. Ça consomme 80% de gaz pour le transformer en ammoniac. Et de l'ammoniac, on en fait de l'azote derrière avec une deuxième transformation. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, la Russie est très présente sur le produit fini de l'azote, mais elle exporte aussi de l'ammoniac, par exemple en Europe ou au Maroc, etc. Et donc, sur l'ammoniac, en fait, c'est aussi, on peut considérer que le fait que la Russie exporte de l'ammoniac, alors j'ai dit 20%, en fait, la Russie est à peu près présente, j'ai mis les chiffres dans la diapositive suivante, celle-ci. Donc, je me suis un peu emballé, c'est 15%. Par contre, à contrôle
quand même 13% des exports au monde en ammoniac. Alors, toute l'ammoniac n'est pas transformée forcément en azote, mais c'est à peu près un bon 70-80% mondial. Donc, en Europe, il y a des producteurs comme Yara qui sont connus, qui importent de l'ammoniac russe pour produire de l'azote. Au Maroc, c'est pareil, ils importent de l'ammoniac russe parce que c'est des gros producteurs de potasse et de phosphore, mais ils font des engrais combinés, et donc ils importent de l'ammoniac pour produire de l'azote. Donc, si on additionne les deux, 15, on arrondit, on va faire 15 plus 13, ils contrôlent 28% du marché indirectement. Pour faire de l'azote, il faut du gaz. Et le gaz, aujourd'hui, c'est quand même une ressource, on sait en Europe, qui est stratégique et qui pose gros problème parce que c'est 40% du gaz russe qui est quand même importé d'origine russe, qui est importé en Europe. Et donc, forcément, quand on additionne toutes les strates, on se rend compte que ça sclérose complètement le marché de l'azote. Et c'est ce qui explique que le marché de l'azote a complètement monté depuis le début du conflit. Donc ça, c'est un problème déjà en termes de prix, mais en termes de disponibilité, parce qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce qu'on aura les disponibilités alors, pour cette récolte actuelle, au final, ça semble à peu près réglé. Je pense qu'on aura les dispos. Les dés sont à peu près jetés. Par contre, à l'automne, ça va être très, très différent. On entend beaucoup de sons de cloche, des contrats qui sont faits, etc. Et donc, voilà. Et donc, le fait que la Russie contrôle finalement 40% du marché du gaz en Europe, ça crée de gros stress. C'est-à-dire qu'en 2 semaines, dès le début du conflit, le prix du gaz a été multiplié par 3. On est depuis revenu à des niveaux, on va dire, presque normaux, parce qu'on est quand même revenu à des niveaux sur le précédent record qui était en décembre. Mais on dirait aujourd'hui que c'est presque un niveau normal de prix. Pourquoi? C'est tout simplement le ministre du Commerce russe qui a déclaré en fait vers le 10 ou le 11 mars tout simplement que la Russie allait continuer d'exporter du gaz via l'Ukraine. Donc ça a complètement détendu le marché, rassuré le marché, et donc les prix sont redescendus. Mais bon, entre-temps, il y a quand même des usines en Europe de production d'azote qui ont annoncé qu'elles allaient fermer à peu près 45% de leur capacité. C'est le cas de Borealis, de Yara. Il y a d'autres fabricants d'engrais qui ont carrément, j'ai oublié le nom parce que c'est un nom assez difficile à prononcer, à retenir, mais en Hongrie, ils ont fermé carrément 100% de leur capacité pour un certain fabricant. Donc, forcément, moins d'offres sur le marché, une offre beaucoup plus étroite, donc ça fait monter les prix. Et il faut savoir qu'en termes de gaz, on n'est pas égal par rapport au monde, puisque en Europe, si on regarde les prix au 30 mars, les prix en Europe depuis septembre avaient augmenté de 145%, alors que le prix mondial, qui est considéré, la référence mondiale, qui est considérée le cours qui est coté à New York, a augmenté d'à peine 40%. Donc forcément, si vous produisez avec une augmentation de cours de 38% ou de 145%, la compétitivité, elle n'est pas pareille, surtout sur un produit, parce que l'azote, alors l'ammoniac, c'est 80% du coût, c'est du gaz. Avec la deuxième transformation, sur l'azote, on est à peu près à 60% du coût. Donc, forcément, quand il y a un tel différentiel de prix sur les cours du gaz sur une région géographique, on est complètement désavantagé. Et donc, ça explique la raison pour laquelle certaines usines diminuent leur capacité, quoi. Et on a eu le même, alors pour des raisons différentes, le même phénomène l'an dernier, ce qui avait déjà provoqué la première poussée de fièvre sur l'azote. Du coup, alors, Michael, voilà.
Oui, il y a une question dans le chat, tu viens d'y répondre pour grande partie, mais est-ce qu'il y a un potentiel d'augmentation des capacités de production sur nos usines européennes à terme? À moyen terme ou à long terme ou à court terme? C'est pas précisé dans la question, mais j'ai envie de te dire En fait, ce qu'il faut les comprendre, c'est deux. que l'azote, à la base, c'est un procédé allemand. Hein, ça a été inventé dans les années 1920. Et on a abandonné au fil des années la production d'azote en Europe, tout simplement parce que bah, le coût de production, c'est un peu la clé. Et plus les usines sont situées près des gisements de gaz, et plus vous avez un avantage compétitif en termes de coût de production sur les engrais. Enfin, le sujet du jour, ce n'était pas forcément les engrais. On pourrait faire un autre webinaire sur le sujet, parce que j'ai fait des interventions récemment sur le sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que très clairement, les gros producteurs d'engrais, d'azote en tout cas, c'est qui? On va retrouver la Russie, la Chine, également les pays qui sont gros producteurs de pétrole et de gaz, donc l'Arabie Saoudite, enfin tous ces pays-là, le Qatar, etc. Et que l'Algérie aussi, hein, pour les producteurs de gaz, l'Égypte, on le voit un petit peu. Donc voilà. Et donc, comme nous, en Europe, on n'a pas de gisement de gaz naturel, je vois pas je vois pas de entre guillemets, en tout cas sur le principe, la logique industrielle actuelle, je vois pas enfin, des investissements dans une industrie lourde en Europe dans les prochaines années. Alors, ce qui pourrait peut-être changer la donne, c'est que Yara a annoncé qu'il comptait produire à peu près 30% de leur volume en azote d'ici 2030 à partir d'énergie, à partir d'hydrogène. Donc, ils devraient commencer normalement en 2023. Donc, ils devraient produire de l'azote pour un équivalent de 400 000 hectares. Donc là, ça changerait un peu la donne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'azote produit à partir d'hydrogène est bien plus cher qu'à partir de gaz naturel. Alors ça, c'était dans l'ancien monde. Hein. Si les prix du gaz naturel se maintiennent au niveau actuel, je ne suis pas spécialiste de la production d'azote, mais peut-être que l'hydrogène est peut-être compétitif dans ce contexte de marché, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la prochaine direction. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est vraiment les tout débuts. Et il faudra attendre quelques années pour que ça se manifeste. De toute façon, on voit très bien que ce changement de technologie aboutit de toute façon à une augmentation du coût des engrais sur le long terme. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ok, merci. Merci, Mickaël. Alors, maintenant, on a fait plutôt côté producteur, hein, ce qui se passait. On va regarder maintenant plutôt côté export, ce qui se passe au niveau des clients au final. Quand on additionne la Russie et l'Ukraine, on voit qu'en termes de part de marché sur les principales graines échangées dans le monde, on voit que finalement, ils occupent comme des places de choix sur pas mal. Alors, aujourd'hui, sur la première céréale produite au monde, c'est le maïs avec 1200 millions de tonnes. On voit que l'Ukraine occupe 15% de part de marché. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au final, la Russie occupe une petite place. Donc voilà. Sur le blé, eux2 représentent quand même plus d'un tiers, un bon tiers du marché. Et puis ça devrait probablement progresser avec la Russie dans les prochaines années. On voit que là, le rapport s'inverse par rapport au maïs, hein, puisque c'est plutôt la Russie qui occupe une grosse place avec cette fois-ci un quart du marché quasiment à lui tout seul. Alors, la Russie, l'année dernière, a connu une mauvaise production en blé. Cette année, ça se passe plutôt bien, un peu comme nous en Europe et en particulier en France. On voit que dans les champs, c'est plutôt pas mal.
Et donc, ils devraient certainement reprendre leur place, voire plus par rapport aux années précédentes. Et puis là, vous avez la grande barre là, qui occupe toute la largeur de la diapositive sur l'huile de tournesol, où là, on occupe les trois quarts du marché, voire plus certaines années. Et puis, sur l'orge également, hein, on voit que la Russie plus l'Ukraine a une bonne position. D'ailleurs, la Chine est un gros client de l'orge ukrainienne. Alors, quand on regarde en fait les exportations de la Russie et de l'Ukraine, on voit que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes au niveau agricole pour les deux pays. Quand on regarde l'Ukraine, vous regardez, là, on a le corn, c'est le maïs en anglais, le wheat, donc le blé. On voit que le poids vraiment de l'agriculture dans les exportations ukrainiennes est vraiment très important. Il représente à peu près, si on additionne tout, il représente autour de 50%. Donc évidemment, aujourd'hui, le gouvernement ukrainien essaie de faire le maximum pour que les semis de printemps se passent bien et pour pouvoir réexporter dès que la guerre sera finie. On ne sait pas quand, mais en tout cas, ils ne lâchent pas du tout le manche et ils essayent vraiment de maintenir l'agriculture à flot au maximum parce que c'est un enjeu économique pour le pays qui est très important, quoi. Ils ne peuvent pas se permettre de complètement abandonner l'agriculture pendant… Alors déjà, pour des raisons internes, parce que en temps de guerre, il faut bien se nourrir. Et puis deuxièmement, sur le plan économique, pour reconstruire le pays, c'est un point quand même très important de l'économie. Ils ne peuvent pas se permettre de l'abandonner pendant quelques mois. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors que pour la Russie, si vous regardez la place de l'agriculture, on voit le blé ici, mais le gros business de la Russie à l'export, c'est l'énergie, quoi, hein. C'est le pétrole, c'est le gaz, et puis tous les dérivés qui vont avec. Hein, on voit que ça occupe plus de la moitié de l'export russe aujourd'hui. Et donc, l'agriculture, c'est quand même important pour eux. Mais le gaz, donc, au final, les enjeux ne sont pas du tout placés de la même manière entre la Russie et l'Ukraine. Donc, si on regarde les pays qui sont concernés, on retrouve la Chine, des pays européens pour la Russie. Il faut savoir que Poutine, en fait, à l'automne dernier, en fin d'année dernière, a fait une grosse convention avec l'Afrique. Donc, il a invité en Russie tous les pays africains en vue de nouer des partenariats plus forts pour favoriser les échanges et exportations vers ces pays-là. Donc, on revient un peu dans cette stratégie logistique avec un accès au port, parce qu'évidemment, pour accéder à ces pays-là, il faut être capable d'exporter. Donc, l'accès en mer Noire est très important pour ensuite passer Istanbul et ensuite accéder au canal de Suez et pouvoir exporter soit vers le Moyen-Orient, soit vers l'Afrique de l'Est. Donc voilà. Michael, tu Oui. nous as dit que c'était important pour les Ukrainiens de continuer l'activité agricole. Est-ce que tu peux nous faire un point quand même, savoir où ils en sont aujourd'hui, s'ils arrivent à travailler, ou s'ils sont vraiment à l'arrêt pour donner un objectif de production pour l'année prochaine, quoi? Alors aujourd'hui, où est-ce qu'ils en sont? C'est une très bonne question. Ils sont en plein semis, hein, puisqu'ils ont commencé les semis de printemps, donc avec les orges, et là ils vont attaquer le tournesol et le maïs. Alors les premières estimations qui sont sorties, c'est qu'il y aurait à peu près moins 39% sur des surfaces semées. Il y a d'autres, alors ça c'était une estimation qui était apparue à peu près il y a 2 semaines. Depuis, il y a d'autres analyses qui sont positionnées avec des choses plus optimistes. On serait dans l'ordre de moins 20%. Donc, moi, ça me semble quand même assez optimiste, hein, parce qu'on entend parler d'agriculteurs qui sèment entre des obus, etc. Parce que, au-delà… Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus gros problème en termes d'approvisionnement aujourd'hui en Ukraine,
c'est le carburant, parce que le carburant, évidemment, il est privilégié pour l'armée. Et les exploitations agricoles sont couvertes à peu près à un niveau de 20% de leurs besoins en carburant pour la campagne. Après, sur les intrants, bon, il y a des variations entre les semences, les engrais, etc., mais ils sont à peu près approvisionnés à hauteur de 60%. Après, bon, il faut aussi de la main-d'œuvre, des bras pour aller dans les champs. Là, on peut se poser des questions, mais bon, a priori, l'exode est moins important en zone rurale qu'en zone en ville, tout simplement parce que l'intensité de la guerre en zone rurale n'est pas la même. Et puis, les hommes peuvent coopter pour l'armée, sauf sur la main-d'œuvre agricole. Donc ça, on est relativement épargné. Donc apparemment, les agriculteurs sont comme dans les semis actuellement. Et donc au final, on devrait quand même avoir une production qui devrait se maintenir sur les derniers chiffres à peu près de 2 tiers. Après, il faut savoir qu'il y a ça, mais il y a aussi en termes d'assolement, parce que l'Ukraine a aussi donné des directives en termes d'assolement. Ils ont dit aux agriculteurs de plutôt privilégier les cultures utiles pour nourrir la population. Donc, l'huile de tournesol, elle est massivement exportée. Aujourd'hui, l'Ukraine dispose dans ses stocks à peu près l'équivalent de 5 ans de besoins en huile de tournesol pour la population nationale. Donc, en gros, le gouvernement ukrainien a dit aux agriculteurs d'essayer de semer un peu moins de tournesol et de faire plus de cultures type avoine, etc., pour pouvoir constituer des réserves utiles pour nourrir la population. Donc, il y a la question des surfaces, après, il y a la question des assolements. Et puis, après, la question, c'est de savoir, une fois que c'est semé, comment ils vont faire pour éventuellement entretenir les cultures et puis récolter. Surtout quand on a vu que le gros potentiel de production de l'Ukraine, en termes de volume, il se situe davantage à l'est qu'à l'ouest. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un repli des forces russes sur l'est du pays pour essayer de concentrer les forces et de remporter une bataille, en tout cas. Donc là, on est vraiment à la veille de ça et on ne sait pas du tout comment ça va se passer à ce niveau-là. Donc voilà. Après, en termes d'exportation, l'Ukraine a fermé tous ses ports en mer Noire depuis le premier jour de la guerre. Donc l'Ukraine n'envoie plus rien en mer Noire à partir de la mer Noire. Les dernières estimations des analystes, c'est que sur le blé, ils avaient exporté jusqu'ici 18 millions de tonnes à début mars, environ. Et donc, il leur restait à peu près 5-6 millions de tonnes à peu près à exporter. Et que sur ces 5-6 millions de tonnes restants à exporter, à fin juin, c'est-à-dire à la fin de campagne commerciale actuelle ukrainienne, uniquement 200 000 tonnes seraient exportables. Alors, le gouvernement, avant-hier, a annoncé que lui prévoyait quand même d'exporter 2 millions de tonnes de blé d'ici la fin de campagne en juin. Alors, ça me paraît très optimiste. Simplement, comment il compte faire? Il compte envoyer en fait du blé par voie ferroviaire aux portes de l'Europe et des portes de l'Europe sur des pays comme la Moldavie, l'Hongrie, etc. Ils vont en fait faire parvenir la matière en Allemagne et à partir des ports allemands, redistribuer à l'export les volumes. Donc voilà leur calcul. Après, il y a quand même pas mal de voies ferrées qui ont été endommagées, de stockage, etc. On ne sait pas trop si c'est possible à l'heure actuelle.
Moi, j'avais une autre question, c'était par rapport à ta diapo précédente. Là, on parlait de tout ce qui était énergie produit par les Russes. En intro, tu disais qu'il y aurait une augmentation des surfaces agricoles russes à échelle moyen terme, potentiellement des territoires annexés aussi en Ukraine. En termes d'énergie, tu sens davantage d'autonomie des Russes et du coup moins d'export à terme, ou une augmentation de production derrière et potentiellement la même chose, on va dire, pour les pays européen. Je Je ne sais pas si tu as pas bien com- compris t'as pas Non, compris la je pas. question. En fait, aujourd'hui, ils ont un volume de production d'énergie, on va dire, hein, Je vous invite à aller sur le site carburant, internet de la gaz, Chambre etc., d'agriculture où vous au niveau de la retrouverez Russie. un certain nombre Au d'informations et niveau d'accompagnement de leur au-delà territoire, ils vont de la augmenter leur thématique surface alimentation. agricole à terme. Je vous invite également à vous inscrire Potentiellement, au ils vont en prochain récupérer en webinaire. Russie, Donc, on vous enverra en Ukraine. Est-ce que ça les veut liens dire que en temps demain, ils voulu feront un moins peu d'exports avant. aussi au national Vous allez recevoir à la suite de ce webinaire de ces énergies et 3 qu'ils seront documents, plus autonomes, eux, la de leur présentation, côté, enfin mais peut-être l'enregistrement moins présents à de la l'export. présentation, le diaporama Qui est les PowerPoint Russes? en tant que Oui, les tel, Russes. et un petit Non, flyer pour moi, récapitulatif, la Russie, aujourd'hui, format PDF, des différentes thématiques, des différents ils sont au accompagnements moins qu'on aussi peut présents, voire plus proposer, à l'export que au-delà demain, de ça la change, loi Egalim et de la ça change rien. restauration De toute collective, façon, ils sont en train de passer des sur la accords. Ils ont relocalisation aussi globale de l'alimentation. des projets pour On vous exporter affiche davantage d'énergie. Ils ont un projet les prochains de webinaires. gazoduc vers la Chine. Merci à tous en tout cas. Et encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Ils sont davantage présents. De toute Il y a façon, des contacts un peu partout dans les différents documents qu'on sur le vous plan envoyer, économique, que vous avez pu noter. leur projet, c'est d'augmenter les échanges et les exports de matières premières, que ce soit sur l'énergie ou l'agricole. Donc, la Russie va continuer à être un acteur influent, et on voit que la guerre, malgré les sanctions économiques, ça ralentit, ça pose de certains problèmes, mais pour autant, ils continuent, ça bloque pas en fait leurs exportations. La preuve, c'est que les Américains, après avoir diminué leur chiffre d'exportation le mois dernier, ils viennent de les augmenter, quoi. Donc, tout ça, ça prouve que les sanctions ont certainement un effet, mais un effet qui est limité, quoi, au final. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, parce que j'ai… Si, c'est bon, Mickaël. Donc, si on regarde plus la carte géopolitique, vous avez en fait ici, si vous regardez bien mon pointeur, la fameuse mer d'Azov. On a la mer Noire ici. Et donc, tout le jeu de l'Ukraine et de la Russie, c'est pour exporter loin, c'est de passer ici Istanbul. Et puis ensuite, ils peuvent exporter facilement sur le nord de l'Afrique noire, accéder à cette zone ici. Et puis, le gros client qui est ici, en tout cas en blé, qui est l'Égypte, puis passer le canal de Suez, et puis l'Arabie saoudite, et puis l'Afrique de l'Est. Donc voilà, on voit bien qu'au départ, la zone mer Noire est très, très, très importante. Alors, qu'est-ce qui se passe en zone mer Noire aujourd'hui? C'est qu'il y a toujours du commerce qui se fait. Si on regarde les ports, Mariupol, pour l'instant, il est un peu rayé de la carte. Berdiansk, qui ne nous intéresse pas trop au niveau agricole parce qu'il n'y a pas d'export agricole qui se fait à partir de Berdiansk. Odessa, qui est un peu plus loin, mais qui pourrait être… il y a des craintes du marché. C'est pour ça que le marché a monté là, en début de semaine sur le blé. C'est qu'il y a des craintes d'attaques russes sur Odessa. Et là, Odessa, c'est plus de 50% de l'export ukrainien, quoi. Donc, c'est le principal port ukrainien aujourd'hui en activité, enfin, en tout cas ces dernières années. Et puis, sur le plan russe, le principal port, on va dire, agricole, c'est Novorossiysk. J'arrive jamais à le prononcer. Et lui, actuellement, il est toujours en activité, il marche toujours. Alors, la difficulté en mer Noire pour les bateaux, il est de deux ordres. Le premier, c'est le risque de se faire couler. Il y a 4 ou 5 bâtiments commerciaux qui ont été coulés depuis le début de la guerre. Donc, il y a eu des bombes, il y a aussi des mines dérivantes. Et ça pose des problèmes, évidemment,
pour les Russes, mais aussi pour toute la zone. Parce qu'aujourd'hui, les armateurs, ils hésitent à naviguer en mer Noire, tout simplement parce qu'ils ont peur des mines. Et donc, en mer Noire, il y a aussi la Roumanie qui exporte, la Bulgarie, etc. Et donc, aujourd'hui, les armateurs sont très, très frileux à aller sur cette zone-là. Et en plus, généralement, les cargaisons sont assurées. Et les assureurs, aujourd'hui, soit ils ne veulent plus assurer, soit les primes d'assurance sont astronomiques. Donc, ce qui exclut finalement économiquement la possibilité de charger, quoi. Donc, la plus grosse activité qui est faite aujourd'hui en mer Noire sur le plan commercial, elle est faite probablement par la Russie actuellement. Donc forcément, les Russes, ce qui les intéresse, c'est de récupérer les ports, hein. Donc, aujourd'hui, Mariupol, ils n'en sont pas loin, ils sont presque au but. Berdyansk, il est pas très loin, même si il nous intéresse moins au niveau sur le plan agricole. La Crimée, ils ont déjà le contrôle. Et puis après, Odessa, c'est un peu plus loin, mais peut-être que ça va être finalement peut-être un objectif, peut-être pas à court terme, mais dans quelques semaines ou peut-être dans quelques mois. On verra, on ne sait pas tout où ils veulent s'arrêter. Mais aujourd'hui, c'est un peu la crainte du marché, c'est de voir Odessa tomber aux mains des Russes. Et ça serait un objectif important pour eux et très intéressant pour eux dans leur problématique actuelle de port en eau profonde. Alors, les impacts sur les grands pays importateurs, c'est que, en fait, tous les grands pays importateurs ne sont pas à la même enseigne. Vous avez un grand pays importateur qui est l'Algérie, qui dispose plutôt de liens privilégiés sur le plan d'achat des céréales avec la France. On a vu ces derniers mois qu'ils s'étaient mis en fait à acheter du blé russe. Mais l'impact, finalement, la hausse du blé, par exemple, pour les Algériens, est moins important qu'un pays comme l'Égypte, tout simplement parce que l'Algérie a de grosses ressources en gaz naturel. Et donc, ce qui paye plus cher du côté en céréales, ils leur vendent plus cher en gaz. Donc, au final, ça s'équilibre, voire peut-être même que la balance est peut-être positive pour eux, ce qui n'est pas forcément le cas pour les pays que je viens d'afficher ici sur la diapositive. Et en premier lieu, le premier importateur de blé au monde, qui est l'Égypte, qui dépend à plus de 80% de la zone mer Noire, avec quasiment 2/3 pour la Russie et 1/4 pour l'Ukraine. Alors, l'Égypte s'est retrouvée vraiment en mauvaise position par rapport à tout ça et a dû en urgence trouver d'autres sources d'approvisionnement. Ils sont revenus vers l'Europe et en particulier vers la France pour pouvoir pallier aux cargaisons qui devaient partir d'Ukraine en mars et en avril. Et donc, il y a eu des remplacements qui ont été faits avec du blé européen. Mais eux, sur le plan économique, ils ne sont pas bien, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire la balance comme le fait l'Algérie. Et aujourd'hui, ils cherchent des solutions financières pour pouvoir financer le prix du blé qui a considérablement augmenté pour eux et qui a considérablement augmenté pour la population parce que là-bas, à peu près 50% du pain est subventionné avec un prix fixé par l'État et que le prix du pain subventionné, ils ont été obligés de l'augmenter et que il y a une certaine partie de la population qui n'a pas forcément les moyens finalement de payer son pain. Et donc, ce qu'a peur l'Égypte, c'est de retomber dans le scénario d'il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire la révolution dans la rue et un possible renversement du pouvoir. Donc, on le voit sur le principal acheteur qui est l'Égypte. Après, on a un pays comme la Turquie, c'est différent parce que la Turquie, eux, ils importent beaucoup. Donc, ils importent beaucoup, par exemple, de blé, mais ils vont retransformer en farine, qu'ils vont réexporter sur les pays voisins. Donc, en fait, pour eux, c'est plus un problème économique que politique. Donc, c'est moins grave, ça les embête probablement. Mais l'impact est moins important pour eux que d'autres pays comme l'Égypte. Et après, il y a des plus petits pays alors, qui représentent sur le plan mondial des échanges qui sont moins importants, mais qui
tous additionnés représentent quand même un gros volume. Et on a, alors le cas le plus typique, c'est le Liban, hein, puisque le Liban, non seulement a une économie qui est complètement, depuis 2019, qui est complètement à l'arrêt, enfin en tout cas qui est en mauvaise posture. Et en plus, avec les explosions qu'ils ont connues, ça devait être en 2019, hein, je crois, ils ont perdu beaucoup de capacité de stockage dans le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont moins de 4 semaines de réserve de blé dans le pays. Et donc, ils s'approvisionnaient à peu près si on additionne avec la Russie, le Liban était dépendant pas loin de 80-90% finalement à la zone. Et donc, comme ils ne peuvent pas stocker et s'approvisionner auprès de leurs fournisseurs habituels, ça leur a posé de gros problèmes. Et avec la montée des prix, forcément, aujourd'hui, c'est un pays qui est complètement en crise. Et c'est à tel point qu'aujourd'hui, il y a des queues de plusieurs heures devant les boulangeries. Donc, eux, ils sont vraiment au niveau qu'on redoute un petit peu, nous, en Occident, sur des émeutes de la faim qui pourraient se produire si rapidement. Alors, pour l'instant, ils arrivent à colmater les brèches parce qu'ils ont des aides financières des pays occidentaux, de la Banque mondiale, etc. Et qu'on arrive à leur débloquer des réserves de blé. Mais la situation, elle est très, très, très tendue et elle se tend et elle n'a pas tendance à s'améliorer. Il y a d'autres pays aussi plus proches de nous qui sont aussi comme la Tunisie, hein, qui avait été aussi un acteur de la révolution de Jasmin, qu'on appelait à l'époque, donc qui est très dépendant à l'Ukraine, et qui n'a pas de capacité exportatrice pour compenser, quoi. Donc, il y a beaucoup de pays qui se retrouvent finalement un peu piégés par leur politique d'achat, où ils ont plutôt favorisé le prix et puis leur relation avec la zone mer Noire. Et aujourd'hui, ils sont complètement pris à revers et ça pourrait être favorable pour nous puisque ces pays-là sont en train de revoir leur politique d'achat et d'importation et on pourrait voir, pourquoi pas, des pays revenir vers nous, hein. Ça a déjà commencé avec l'Égypte qui, dans son dernier appel d'offres, a favorisé uniquement l'origine européenne pour son achat de blé. Donc ça, c'est plutôt un bon point, c'est qu'il y a certains pays qui vont peut-être se dire le prix, c'est bien, mais la sécurité de l'approvisionnement, c'est pas mal non plus, et on va peut-être rééquilibrer peut-être les choses et revoir peut-être certaines choses. Et il y a aussi des pays comme l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, etc., qui se disent au final, on peut peut-être augmenter aussi sur le plan local notre production et qui ont mis en place des plans d'aide, hein, notamment l'Égypte et le Maroc, pour pouvoir financer, subventionner les agriculteurs locaux pour les motiver à faire davantage de blé et à faire du commerce avec les États en place. Alors, les impacts, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va finir là-dessus. Alors, le premier impact sur le plan mondial, c'est que les clients, globalement, d'Ukraine et de la Russie, ont cherché à très court terme, un peu en mode panique, à remplacer les approvisionnements, les expéditions en cours qui étaient prévues à partir de la mer Noire, avec tout ce qu'ils pouvaient tout ce qu'ils pouvaient trouver sur le marché. Alors, ils ont utilisé quoi? Ils ont utilisé l'origine européenne. L'Argentine venait aussi de finir sa récolte, donc ils ont été dévalisés, ils n'ont déjà plus rien. Et puis, il y a un nouvel acteur qui est apparu, c'est l'Inde, parce que l'Inde a beaucoup de stocks de blé et ils sont très compétitifs en prix. Et donc, ils sont placés comme un exportateur qui compte, puisqu'ils ont exporté 7,5 millions pour la campagne qui vient de finir, sachant que nous, France, hors Union européenne, on exporte quand même 9,5 millions à peu près de blé. Donc, ça place quand même l'Inde comme un acteur important. Alors, eux, ils sont très
sont très irréguliers, hein, parce que sur les 10 dernières années, un coup ils exportent, un coup ils ne produisent pas assez, ils importent parce qu'ils sont très dépendants de la mousson. Et sur les 2-3 dernières campagnes, c'est peut-être un facteur du changement climatique, mais ils ont des bonnes moussons qui leur permettent finalement d'augmenter leur production de blé. Et l'Inde, comme ils disent, le prix du blé, s'il se maintient à ce prix-là, c'est très intéressant pour nous, compte devenir un acteur qui compte sur le marché du blé. Et ils comptent investir sur leur capacité logistique, notamment en stockage et au niveau des ports, pour pouvoir assurer l'exportation. Et donc, aujourd'hui, pour vous dire que c'est sérieux, c'est qu'il y a une délégation égyptienne qui est actuellement en Inde pour étudier la qualité du blé indien, parce que ça, c'est un peu la faiblesse du blé indien, c'est qu'il est de faible qualité, parce qu'il est stocké en sac, un peu n'importe comment, dehors, etc. Et pour voir si le blé indien correspond aux critères de qualité technique de l'Égypte. Donc ça, c'est un premier facteur à moyen terme, en tout cas qui a déjà commencé aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être des nouveaux pays qui vont venir sur le marché nous concurrencer. Après, il y a un autre phénomène qui s'est produit, c'est un phénomène de protectionnisme. C'est-à-dire qu'il y a certains pays en Europe qui ont été très sollicités par les négociants pour remplacer en fait les expéditions ukrainiennes. Par exemple, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie aussi qui étaient très présentes. Et donc, il y a certains pays de l'Est aujourd'hui voient la menace russe s'approcher. Ils disent, si jamais les Russes leur prennent l'envie de nous attaquer, il faut peut-être qu'on assure quand même nos réserves et qu'on ne soit pas démunis parce que nous, on aura aussi besoin de manger. Et donc, des pays comme la Bulgarie, etc., la Bulgarie, en fait, avait 3 millions de tonnes de réserves dans les silos privés et l'État a décidé de racheter 1,1 million de tonnes. Donc, ça fait de la disponibilité en moins sur le marché. La Hongrie a carrément interdit les exportations de céréales depuis maintenant quelques semaines. Puis après, la Russie qui a interdit les exportations de blé vers des anciens pays soviétiques parce que ces pays-là, en fait, renvoyaient du blé vers l'Allemagne. Et donc, la Russie ne souhaite pas trop aider finalement l'Europe à faire de l'échange mondial sur le plan des céréales. Et donc, ils ont mis en place en fait une interdiction d'exporter qui est centrée sur certaines zones géographiques d'Europe de l'Est. Et puis, on voit aussi des comportements inhabituels. J'en parlais tout à l'heure en début de webinaire. L'Espagne et l'Italie, par exemple, qui ont acheté du maïs OGM. Donc, après une session de lobbying à Bruxelles au niveau de la Commission européenne. C'est aussi l'Égypte qui revient et qui essaye de trouver d'autres fournisseurs. L'Égypte, en tout cas, parce que l'Égypte, en fait, il y a l'acheteur public qui achetait très rarement, en tout cas à la France, et les opérateurs privés qui carrément n'achetaient, en tout cas sur les 10 dernières années, jamais à la France, qui sont mis en fait à faire des achats vers la France. Donc, on voit que quand il y a une situation de crise et que la peur s'installe sur la disponibilité, les pays sont prêts en fait à revenir sur leur principe d'achat géopolitique, de qualité, etc. Parce que il faut nourrir la population et il faut trouver des solutions plus vite. Et pour ça, ils sont prêts en fait à oublier beaucoup de choses. Donc ça, c'est plutôt des impacts sur le court terme, ce qui a expliqué la montée rapide des cours sur l'ancienne récolte. Donc ça c'est dans un second temps, ça s'est un peu tassé à partir de la mi-mars, parce que après, le marché a été surpris par l'attaque russe, non pas qu'ils n'étaient pas au courant, mais personne n'avait vraiment anticipé le fait que Poutine allait attaquer le pays entier. Ce qui était plutôt anticipé, c'était une attaque
on va dire, avec un scénario type 2014, avec l'attaque uniquement sur le Donbass, un peu sur le même schéma finalement que la Crimée. Et donc, le fait l'ampleur de l'attaque a complètement stressé le marché. Et ensuite, ça s'est normalisé, les solutions se sont mises en place. Et en fait, on a vu que le marché en fait, avait marqué un plus haut. Ça s'est normalisé. Bon, les prix sont repartis un petit peu à la hausse là, en ancienne récolte là, depuis une semaine, puisque on anticipe de nouvelles attaques dans le pays de l'Est. Là, on parlait de ça dans les médias depuis quelques jours. Donc voilà. Donc là, de toute façon, la campagne 2021, elle est vraiment sur la fin, hein, puisque fin avril, globalement, la campagne 2021 sera quasiment terminée. Et on va passer sur la 2022. Et là, il y a d'autres enjeux qui se posent. C'est que, de toute façon, on pense que l'Ukraine, le temps qu'ils reviennent à l'export, il y en aura pour 2 ans minimum. Hein. Quand on voit les dégâts à Mariupol, 2 ans, ça paraît même court peut-être. En tout cas, ils vont être absents à pleine capacité pour un bon bout de temps. Ça, c'est certain. Et que le temps de reconstruire le pays, la logistique, etc. Donc, il y a d'autres routes qui vont se mettre en place, hein, par le biais de l'Europe, avec des routes par les voies ferrées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais l'impact, on a parlé tout à l'heure avec la Russie, hein, en particulier, c'est la disponibilité et le coût des engrais, parce que ça, c'est le sujet. Alors, pour la récolte 2022, globalement, l'agriculture française est couverte. Et puis, au niveau des achats, des prix, globalement, les achats ont été faits. Donc, on sait qu'en termes de seuil de coût de production, on en est. Par contre, on va en reparler après, pour la 2023, là, on a beaucoup plus d'incertitudes et d'enjeux. Donc voilà. Après, comment le marché va se réorganiser? On voit déjà certains indices. Hein, l'Inde qui souhaite exporter plus de blé. Il y a l'Argentine aussi qui souhaite augmenter sa production de blé. On entend aussi également parler du Brésil qui serait intéressé pour, pourquoi pas, exporter plus de blé, produire plus de blé, parce qu'aujourd'hui, la Chine se calme énormément sur le soja et le Brésil est un gros producteur de soja. Donc, ils se disent, pourquoi pas faire du blé au final. Je ne sais pas si techniquement c'est possible dans l'assolement, mais c'est des discours en tout cas qu'on voit apparaître. Donc ça, au final, il faudra voir comment ça s'équilibre dans les mois à venir, dans les assolements sur le plan mondial. Et au final, parce qu'aujourd'hui, la Russie, même les sanctions économiques, on s'aperçoit qu'elles ont un impact, c'est vrai, sur le plan des échanges, mais globalement, ils arrivent quand même à exporter les volumes qu'ils avaient en ancienne récolte. Donc sur la nouvelle récolte, on peut anticiper qu'ils vont quand même arriver finalement à exporter vers les pays en mettant en place de nouvelles solutions ou par le biais de l'aide comme la Chine, etc. Donc, Tu nous parlais des cours d'engrais, je crois que c'est dans tes diapos qui suivent, mais sur l'aspect potasse, est-ce qu'il y a un impact aussi à venir? de toute façon, la potasse, ça avait déjà commencé à bien augmenter avant le conflit ukrainien, tout simplement parce que le Bélarus, qui est un satellite russe, était déjà dans le viseur de l'Europe en particulier, et qu'ils étaient déjà sous le coup de sanctions économiques, et que la potasse, si vous additionnez la Biélorussie plus la Russie, c'est 40% du marché, quoi. Donc forcément, ils ont un gros impact sur le marché. Et il y a des pays comme le Brésil qui sont gros consommateurs de potasse russe et biélorusse, qui aujourd'hui sont quand même sanctionnés parce que la Russie a pour l'instant fait des restrictions sur les exportations d'engrais. Et ça embête beaucoup le Brésil, à tel point que le gouvernement brésilien a décrété tout simplement
que les engrais, le débarquement de navires transportant des engrais était prioritaire sur n'importe quelle autre cargaison. Donc là, le Brésil vient d'ensemencer le maïs. Donc effectivement, la potasse et l'azote, c'est un gros enjeu pour la production du maïs. Bon, pour l'instant, on anticipe une bonne, voire une production record de maïs au Brésil. Après, est-ce qu'ils auront assez d'engrais pour la faire pousser? C'est un peu la question que se pose le marché aujourd'hui. Donc, ça va avoir un énorme impact. D'ailleurs, j'ai des cartes derrière. Si on regarde l'impact de l'azote, Russie et Biélorussie, quels sont les pays les plus impactés? C'est l'Europe, évidemment, et puis l'Amérique du Sud. Et puis, il y a aussi, au niveau de la potasse, l'Europe et toujours l'Amérique du Sud et surtout le Brésil. Donc l'impact, on va dire, sur le plan du marché des engrais risque d'être important pour les mois à venir, à moyen terme en tout cas, en termes de disponibilité pour les mois prochains et en termes de prix peut-être sur un effet peut-être pour les 2 prochaines campagnes. Alors, pour finir, je voulais vous donner des nouveaux repères pour la campagne en termes de seuil de commercialisation. Alors ça, c'est des chiffres qui ont été faits par un collègue du 37 qui a fait en fait cette feuille Excel. Donc, ce n'est pas forcément les chiffres locaux, mais ça va vous donner en tout cas des premiers repères de prix. Nous, on travaille en tout cas au niveau de la chambre pour vous donner des références de prix. On devrait diffuser ça prochainement. En tout cas, sur le blé, avec des coûts de structure du 37 et avec les prix actuels des engrais, avec aussi une anticipation d'une augmentation des prix sur les phytos à peu près de 10%. Alors ça, c'est les chiffres 2022, donc on est sur des prix des engrais, etc., avec des prix plus maîtrisés. Donc on est sur un seuil de vente à peu près de 175 € en blé. Donc on voit qu'au final, en intégrant tout, donc on voit que l'impact, finalement, on a encore de la marge sur les prix actuels. En colza, on est à 388, tournesol 475, en maïs à peu près à 180 €. Donc on voit, on n'est pas très inquiet économiquement pour les exploitations de la région pour la récolte 2022. On voit qu'on a, même si les prix baissent, on a quand même de la marge. Voilà. Par contre, pour 2023, c'est différent, puisque en blé, on saute tout de suite. Ce que je disais, c'est qu'avec les prix actuels observés sur les engrais, plus l'anticipation à la rentrée prochaine sur les phytos, etc., tout le reste, à peu près de 10%. Alors, certains parlent de 10%, jusqu'à 20, 25% selon les intrants, les phytos, etc. Bon, on est parti sur des hypothèses. On voit que 225 €, si on regarde les cours, jusqu'à récemment, on avait du mal en fait à faire la balance. Mais si on regarde les prix locaux, aujourd'hui, on a quand même des prix locaux. Là, il y a des OS qui ont publié des prix au-dessus de 250 € prix départ exploitation. Donc, on voit que pour l'instant, ça fait le tour, mais ce n'était pas encore le cas il y a encore 10-15 jours. Donc là, la marge est beaucoup plus réduite. Le message que je voulais faire passer, c'est qu'il faut être attentif aux nouveaux seuils, parce que là, les repères sont en train de bouger. On a des hypothèses en place, on voit à peu près la direction où on va aller, mais les chiffres précis, on ne les a pas encore. Et donc, il faut suivre ça de près pour pouvoir anticiper et pouvoir se positionner, parce que la grosse difficulté que vous allez avoir, c'est à quel moment j'achète les engrais, et puis à quel prix. Et puis derrière, les ventes, est-ce qu'elles vont couvrir finalement ces différentes hausses de charges? Donc ça, c'est le gros
c'est le gros enjeu pour vous, en tout cas, sur la campagne 2023 qui s'annonce après, donc c'est des questions qui vont très vite arriver, hein, avec l'assolement, etc., après la prochaine récolte dès la fin du mois de juillet. Et donc ça, c'est vraiment le gros sujet pour vous sur lequel il faut réfléchir et il faut se forer, quoi. Ouais, juste pour appuyer les propos de Michael, effectivement, on va essayer de travailler à des fiches types, hein, par secteur pour essayer effectivement de simuler un petit peu ces augmentations de coûts. Mais enfin, je rejoins le message de Michael, hein, qui est chacun stratégiquement sur vos exploitations, de vous engager à calculer vos seuils de rentabilité pour effectivement savoir à quel prix vendre demain. Alors, si on se projette un peu plus loin, bon, il y a quand même une remise en question des États sur leur politique d'achat de céréales, d'importation d'engrais, etc. Tout à l'heure, il y a une question autour est-ce qu'on peut augmenter la production d'engrais en Europe? Voilà, tout ça, c'est peut-être des questions qui vont revenir sur la table avec peut-être des nouveaux investissements, en tout cas des nouvelles pratiques. On peut se poser aussi la question sur la PAC, hein, puisque les dirigeants politiques prennent conscience que dès qu'il y a un grain de sable, la sécurité alimentaire de l'Europe peut être quand même mise en défaut. En tout cas, on le voit très bien aujourd'hui avec le maïs et le tournesol, puisque en tournesol, il y aurait à peu près moins de 6 semaines de réserve en huile de tournesol aujourd'hui en Europe. Donc, les industriels sont très inquiets, hein, puisque le tournesol est beaucoup utilisé dans les préparations agroalimentaires. Et puis, cette ouverture aux OGM en Europe, on peut se poser la question, est-ce qu'elle va vraiment être très ponctuelle? Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte à quelque chose de plus long? Puis, au niveau compétitivité, concurrence, on voit que ça donne des idées à certains pays comme l'Inde, aussi l'Argentine, le Brésil, peut-être d'autres producteurs qui vont apparaître. Et donc, finalement, on voit qu'à moyen terme, on risque de revenir à un scénario un peu la période, en tout cas en grande culture, 2014-2018, où en fait, on avait moins de volatilité, mais en fait, où les cours flirtaient plus avec les coûts de production et où les marges de manœuvre étaient très serrées, qu'il fallait viser pile. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut préparer les exploitations à améliorer la résilience des exploitations, ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que sur le plan économique, au niveau des exploitations, on vient de connaître une année qui est plutôt favorable, hein, je pense, pour beaucoup. La prochaine récolte qui devrait probablement bien se passer, 2023, on ne sait pas encore, et qu'il faut profiter de cette période favorable peut-être pour renforcer l'exploitation et se préparer peut-être à un avenir qui sera peut-être plus compliqué, hein. Donc ça, à long terme, c'est peut-être le sens du message que je voulais faire passer. Alors, comment la Chambre d'agriculture vous accompagne sur ces sujets-là? Donc, moi, j'ai été recruté, on l'a dit tout à l'heure, au début du webinaire. Donc, notre réponse, c'est que en fait, la Chambre d'agriculture, au niveau national, a lancé en fait un service qui s'appelle Mes Marchés, hein, qui est distribué au niveau de la Chambre du Loiret depuis plusieurs années. Et donc, le but de ce service-là, hein, auquel je participe activement à peu près à la moitié de mon temps, c'est d'aider les agriculteurs finalement à les accompagner à sécuriser leurs prix dans leur commercialisation. Donc, on est 5 aujourd'hui experts répartis sur toute la France, hein, Pays de Loire, Normandie, etc. Et donc, l'offre de Mes Marchés est articulée autour de conseils, avec des alertes, des bulletins de conseil, on vous dit quand vendre et combien vendre. Parce qu'au-delà du quand, il y a aussi le combien qui est important. On donne des repères très précis sur les marchés. On anime aussi régulièrement des webinaires comme je l'ai fait ce matin. Et puis après, on a des accompagnements soit en groupe, soit en individuel avec un coach dédié. Donc, moi, sur le Loiret et la région, c'est moi, hein, puisque j'ai été recruté dans ce sens-là. On assure aussi des formations. Et la prochaine formation est d'ailleurs début juin, le 9 juin, qui donne toutes les bases en fait, pour la commercialisation de ces céréales, tout simplement.
Donc je vais passer, hein, mais en gros, les abonnés au service Mes Marchés, le gain moyen est à peu près de… Alors ça, c'est sur les chiffres 2014-2018. Hein, si on prend les dernières années avec la volatilité, c'est certainement plus. Mais en tout cas, sur les derniers résultats qu'on recense, on fait 8 200 € par an avec un taux de réabonnement de 97%. Donc, on a un résultat très régulier. Donc, on a un rapport à peu près de 1 à 10 entre le coût du service, voire même au-delà, et finalement le retour qu'il rapporte. Donc, si vous voulez aller plus loin avec moi, donc je pense que Sébastien il va mettre mes coordonnées peut-être dans le chat. Vous pouvez m'appeler, hein, moi je suis disponible à votre disposition. Si vous avez une question un jour, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous propose en fait, si ça peut vous intéresser pour préparer la prochaine récolte, un accompagnement gratuit d'1 heure, où là on va faire le point sur votre situation avant la récolte 2022 et puis préparer éventuellement la 2023, où je vous donnerai des recommandations et puis des conseils. Donc ça, c'est une grosse valeur ajoutée pour vous. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter directement pour pouvoir profiter de cette offre, de cette opportunité. On a aussi des groupes d'animation Mes Marchés qui ont lieu à peu près tous les 2 mois. Donc, on a 3 groupes en place à Pathé, Pithiviers et Tigy. Si vous vous intéresse de participer, les prochaines dates sont fin mai et début juin. Donc ça, pareil, hein, vous contactez la chambre ou même votre conseiller local si vous êtes adhérent à un GDA. Et puis la troisième chose, j'en ai déjà parlé, c'est la formation que je vais animer. Donc là, vraiment, si vous voulez reprendre des bases et puis avoir vraiment des repères vraiment précis et puis une ligne directrice de commercialisation, un plan de commercialisation précis et limpide et simple à suivre. Je vais animer ça le 9 et 16 juin prochain. En tout cas, merci, enfin, vraiment, tout le monde est resté quasiment, donc jusqu'à la fin, ça a été très long. On est quand même 11h30, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais laisser le mot de la fin à Sébastien Florian. Oui, j'ai une question à propos de votre explication du début. Si vous expliquez que la Russie va énormément récupérer des terres au nord par la fonte de la glace, est-ce qu'en même temps, elle ne va pas perdre énormément de terres au sud vers le Kazakhstan par la sécheresse? Voilà. Et j'entends parler aussi, c'est plutôt dans la presse, disons, écologique, qu'en dessous la couche de glace, il y aurait énormément de gaz toxiques qui pourraient se libérer par la fonte. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? En fait, c'est le permafrost. Et en fait, ça contient beaucoup de méthane. Et en fait, plus la gaz fond, évidemment, plus ça libère des terres, etc. Et en fait, le méthane vient en fait réaccélérer le réchauffement climatique. Donc, c'est un effet exponentiel, quoi. Donc, ça, c'est tout à fait vrai. Après, sur les d'autres gaz toxiques, etc., là, je ne pourrais pas dire. Mais en tout cas, le permafrost contient énormément de méthane. Ça, c'est une certitude. Donc, le fait que la glace fonde en Sibérie, c'est un gros problème sur le plan écologique parce que, évidemment, ça a un effet multiplicateur sur le réchauffement climatique. Après, par rapport au comment vont se répartir les surfaces agricoles, ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas forcément la réponse, mais par contre, j'ai la tendance, c'est que si on fait la balance, elle sera positive pour la Russie, quoi. D'accord. Donc, parce que bon, le Kazakhstan, au niveau agricole, en blé, c'est un producteur qui compte, mais bon, ce n'est pas non plus un mastodonte. Donc, quand on voit le potentiel qu'il y a en Sibérie, donc voilà. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est sur le reste de la planète. Hein, nous, en Europe, on sait très bien que le réchauffement climatique ne va pas favoriser notre production agricole, très clairement, quoi. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 2,2 milliards de
céréales qui sont produites chaque année. Aujourd'hui, la Russie en produit à peu près 100 millions entre guillemets à elle seule. Demain, elle pourrait multiplier potentiellement sa production par 10. Après, comment tout cela va se répartir? Gros gagnant sera la Russie. Les perdants seront probablement les zones traditionnelles actuelles, quoi, hein, très clairement. Quoi. On le voit tout de suite. Nous, en Europe, dès qu'il y a un coup de chaud, hein, et d'ailleurs, il y a une sécheresse au sud de l'Europe sur le bassin méditerranéen. Hein. Le Maroc a annoncé que la production de blé allait être divisée par 2 pour cette année, par exemple. Donc, on voit très bien que le réchauffement climatique, il va y avoir un déplacement des zones agricoles vers le nord, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous invite à ouvrir votre micro, hein, si vous avez des questions, ce sera peut-être plus simple. Oui, la question que j'ai posée là dans le chat, c'est concernant par exemple les pommes de terre. J'ai vu l'outil là qui a été proposé qui permet de poser quand même les coûts de production de façon assez simple, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un suivi possible sur des cultures de marché ou pas? Un suivi, c'est-à-dire sur le plan… Ouais, sur le plan des tendances tel qu'il l'est sur les céréales, c'est-à-dire sur les volumes de production tels qu'ils peuvent l'être sur le marché européen notamment, et de pouvoir avoir accès à ces volumes de production ou ces estimations de volumes de production. Aujourd'hui, au niveau toutes ces productions-là, honnêtement, on ne suit pas du tout. Je ne sais même pas au niveau des bases de données ce qui existe. Donc, de toute façon, il y a des cabinets de conseil qui sont spécialisés sur la pomme de terre, quoi. Mais nous, on n'est pas du tout là-dessus, quoi, très clairement, quoi. D'accord. Je ne saurais pas te répondre. Par rapport au fichier, Mes revenus qui a été développé dans 37, ça, il est très facile à adapter. Il est configuré pour être adapté à n'importe quel type de production, hein. Donc, que ce soit du blé, de la pomme de terre, etc. Il suffit de rajouter une colonne pomme de terre et puis c'est parti. Après, il faut avoir les données pour pouvoir faire le calcul, quoi. C'est tout. OK. Merci. Il y a d'autres questions? Ils sont très sages, là, où je les ai assommés. La présentation était de bonne qualité, du coup. Si tu as répondu à toutes les questions en avance. Donc, après, est-ce qu'on peut dire… Très intéressant, merci beaucoup. Merci. Après, ce qu'on peut dire là pour les prochaines semaines à venir, parce que là, en fait, sur le plan des céréales, il y a deux phénomènes en fait qui évoluent en parallèle. Le marché est vraiment focalisé sur ce qui se passe en Ukraine, ce qui guide les prix. Après, il y a aussi, on est au début de ce qu'on appelle le weather market, hein, puisque les États-Unis a commencé à publier ses états de culture maintenant depuis 2-3 semaines. Et donc, le moins grain de sable sur l'offre mondiale risque d'alimenter, de rajouter en fait de l'huile sur le feu, j'ai envie de dire. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que ces dernières semaines, on a observé que dès qu'il y avait des discussions entre les dirigeants russes et ukrainiens pour un possible cessez-le-feu ou des négociations, etc., tout de suite, le marché, on se dit, il y a peut-être une porte de sortie qui s'ouvre. Et on peut voir dans la journée, on a vu des baisses sur les prix de 60 €. Donc, ce qui veut dire que dès qu'il y aura des choses très concrètes sur des accords de paix, de cessez-le-feu, etc., ça fera baisser le marché beaucoup plus vite qu'il est monté, quoi. Donc, pour autant, ce que je disais tout à l'heure, j'étais sur la 2022, on voit que par rapport au seuil, etc., après, il faut les calculer pour chacun. Je ne suis pas très inquiet. Pour autant, le mur, il peut très vite s'approcher
si le conflit peut, par surprise, se résoudre assez rapidement, quoi. Donc, faudra savoir être peut-être très réactif, sachant que, bon, aujourd'hui, avant récolte, on observe quand même sur les exploitations des niveaux d'engagement assez avancés sur la prochaine récolte, hein. En blé, il y en a beaucoup qui sont à 20-25%, voire à 50% et plus pour certains, quoi. Donc, ça veut dire que les marges de manœuvre pour s'engager, elles ne sont pas forcément conséquentes pour certains, quoi. Donc après, au niveau des prix, il peut tout se passer, hein. On le voit sur le marché du colza, on se dit ça va bien s'arrêter un jour, et puis bon, on a fini par taper les 1 000 €, alors qu'il y a encore quelques mois, 1 000 €, ça semblait quasiment impossible à atteindre. Sur le blé, ça peut être pareil. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que certains pays qu'on a commencé à atteindre des niveaux au-dessus de 400 € tonnes, ils ont commencé à freiner des cas de fer et dans les appels d'offres à rejeter des propositions, quoi. Donc là, on est en train de repasser ces niveaux-là avec l'ancienne récolte là, qui est repassée au-dessus des 400 € tonnes là, depuis quelques jours. Il faudra veiller aux achats des acheteurs, voir si à nouveau ils bloquent un peu sur ces niveaux de prix-là. Après, donc on peut être attentiste, mais il faut quand même veiller quand même à sécuriser un peu les prix, parce que peut-être que le plafond est peut-être plus proche qu'on ne le pense. Donc, je vais rajouter un peu ces éléments-là. Donc, et puis 2023 qui est vraiment pas facile à aborder parce que on est à la fois loin et puis avec beaucoup d'incertitudes. Donc, bon, après, on a encore beaucoup de temps pour agir. Mais je ne sais pas s'il y a une dernière question. Oui. Sinon, on va clôturer. Je te remercie, Mickaël, hein, pour ta présentation. Je remercie tout le monde d'avoir été présent. Il y a une petite conclusion là, de Florent, hein, élu à la Chambre d'agriculture. Je rappelle que Mickaël a passé ses coordonnées, hein, dans le chat. Hein. Je vous invite à les noter et puis à le contacter, hein, comme on vient de vous proposer, pour vous guider dans votre stratégie 2022 et 2023. Voilà, Florent, je te laisse conclure. Eh ben, donc, il me vient la lourde tâche de clôturer, si vous n'avez pas plus de questions que ça. Et donc, du coup, j'espère que le webinaire a correspondu à peu près à vos attentes dans cette matinée. On va essayer de continuer à diffuser les infos au fil de l'eau quand elles nous arriveront aussi, parce que on a bien dit, enfin, je l'ai dit en introduction, on est à 2 mois de l'entrée du conflit. Pour l'instant, il s'annonce qu'il va perdurer encore quelques temps, donc les infos vont arriver à arriver tranquillement pour avancer sur le dossier. Donc, 2-3 points importants que moi j'ai notés. On voit bien que à chaque évolution du conflit, ça impacte fortement les marchés, hein, que ce soit sur la partie énergie, que ce soit sur la partie engrais, que ce soit sur la partie céréales. Donc, Mickaël l'a redit juste à l'instant, on ne peut pas donner d'objectifs et on ne peut pas non plus donner d'orientation au jour le jour parce qu'il y a des évolutions importantes, et notamment du fait que les 2 pays concernés représentent quand même une grosse partie du commerce international. Voilà. Je vous interroge aussi sur le fait de faire attention à beaucoup de production pour l'année 2023. Je pense que la petite calculatrice, elle est importante. Il a été dit aussi qu'Arvalis en avait diffusé une. Je pense qu'on va essayer de les mettre en lien rapidement aussi, nous, côté Chambre d'agriculture, pour vous donner des moyens et des leviers d'action pour vous aider dans cette problématique-là. Et rappeler quand même que la partie Mes Marchés, donc, qui est animée par Mickaël au quotidien, bon, c'est un abonnement à la Chambre d'agriculture, mais ça représente quand même moins d'1 € de la tonne produite. Quand on voit la fluctuation juste d'hier qui était de 9 €, ça ne représente pas grand-chose de se faire accompagner pour arriver à bien vendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, on a toujours tendance à dire qu'il faut produire et bien produire et pas cher à produire, mais la partie commercialisation a au moins autant d'impact sur nos exploitations que la partie production. S'il n'y a pas plus de remarques que ça, on va en rester là-dessus. Et puis, je vous remercie de votre participation assidue.